Bon, alors nous sommes le lundi 23 mars et nous allons pratiquer une nouvelle manière d'enseigner. Je commence le séminaire qui s'intitule Maladie et résonance dans la littérature. Alors pourquoi ce séminaire? Bien entendu à cause de l'actualité et nous allons consacrer cette première vidéo de 15 minutes pour apprendre à poser une problématique. Un séminaire, je vous le rappelle, est différent d'un cours. Dans un cours, on a déjà nos objectifs, on a déjà des théoriciens qui ont trouvé des réponses. Dans un séminaire, il s'agit d'un groupe de chercheurs, d'intellectuels qui doivent poser des questions et qui vont essayer de trouver des réponses. Donc il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de véritable concept, même si nous allons pouvoir cerner quelques théories autour de la question. Alors, le séminaire s'intitule Maladie et résonance. Et à partir de là, on va essayer ensemble de dégager la problématique puisque tout repose autour de deux mots, maladie et résonance. Vous êtes habitués à moi pour la plupart, lorsqu'il y a une conjonction de coordination et cela signifie qu'il y a deux volets dans la problématique. Donc maladie, premier volet, résonance, deuxième volet. On va voir quelle est la valeur de ce et. Maladie et résonance. Est-ce que cela signifie maladie à laquelle s'ajoute la résonance? Est-ce que cela signifie maladie mais résonance? Est-ce que cela signifie maladie par conséquent résonance? Donc nous pouvons avoir plusieurs valeurs à travers cette conjonction de coordination. Nous allons donc détecter ces valeurs. Pour commencer, le premier volet, maladie. Alors pourquoi maladie? Parce que la littérature va se saisir de ce problème comme d'un autre problème. Et là, je parle plus d'un problème que d'un thème. Je m'adresse surtout à Hala, qui a parlé d'un thème, un thème étant un réseau d'images. J'aurais pu étudier la maladie comme un réseau d'images, c'est-à-dire les images, je ne sais pas, de la souffrance, du sang, du virus, ce que vous voulez. Or, il ne s'agit pas du tout d'étudier pour nous les images autour de la maladie, mais plutôt le problème de la maladie dans la littérature. Alors la maladie, à savoir quelle est la maladie qu'on va retrouver dans la littérature, bien sûr, la maladie peut être une maladie d'abord collective. On a un premier poème que tout le monde connaît et que j'aime beaucoup. J'aurais voulu le travailler avec vous, mais je me suis dit que pour 2 heures, c'est quand même trop de temps pour ce poème. C'est la fable de La Fontaine qui s'intitule les animaux malades de la peste. Les animaux malades de la peste, donc la maladie, c'est la peste. C'est la peste qui est déjà désignée par La Fontaine par la périphrase « un mal qui répand la terreur ». Un mal qui répand la terreur. Donc cette périphrase renvoie à la maladie qui est une maladie collective. Bien entendu, il va y avoir ensuite la peste d'Albert Camus. On va d'ailleurs travailler le roman de Camus. C'est aussi une maladie collective qui s'abat sur la ville de Oran. Il peut y avoir le choléra, comme dans le roman que je vous donne à travailler, si vous voulez choisir votre note de lecture autour de ce roman, qui est le hussard sur le toit de Giono. C'est le choléra qui s'abat, c'est une maladie collective. Il y a aussi le roman de Garcia Marquez, L'amour au temps du choléra, qui est une maladie collective, qui aussi, bien entendu, nous sommes en Colombie, donc qui s'abat sur la ville colombienne, Carthagène des Indes. On peut donc multiplier les exemples sur ces maladies collectives qui s'abattent sur un groupe social, sur une ville, une cité, un village, et qui sont représentées à travers la littérature. Il y a aussi les maladies individuelles. Donc lorsque une personne est malade directement. Ces maladies individuelles sont des maladies physiques. On peut être handicapé. Nous allons voir l'exemple de Oh les beaux jours de Samuel Beckett. Ces maladies peuvent être désignées en tant que telles comme des maladies, alors qu'elles ne le sont peut-être pas. Par exemple, l'homosexualité. Dans le roman Le jardin d'acclimatation, le père du héros considère que son fils est très malade et qu'il faut donc lui faire subir une lobotomie. Ainsi de suite, nous allons donc avoir la maladie collective et la maladie individuelle, physique, morale, mentale ou autre. À partir de là, on voit que la problématique à se poser est la suivante. Quelles sont les formes de la maladie
telle qu'elle se manifeste dans la littérature. Ou plus encore, sous quelle forme, individuelle ou collective, physique ou symbolique, se manifeste dans la littérature. Donc pour formuler une problématique, il faut avant tout prendre le volet de la question, maladie et résonance. J'ai pris mon premier volet, maladie, j'ai réfléchi autour de la maladie et je me suis dit, les formes de la maladie sont individuelles, collectives, elles sont physiques, symboliques, et il va falloir donc que ma question soit une interrogation partielle, jamais totale. Donc la réponse ne doit jamais être oui ou non, du genre est-ce que la maladie est individuelle ou collective dans la littérature. On va donner une seule réponse, oui elle est individuelle, oui elle est collective. Non, je dois avoir une problématique avec une interrogation qu'on appelle partielle, non pas totale. Et voici donc ma première problématique, sous quelle forme, individuelle ou collective, physique ou symbolique, se manifeste la maladie dans la littérature. J'arrive au deuxième mot, qui est le mot résonance, à utiliser de préférence au pluriel et surtout à orthographier avec un seul N. Cela semble ridicule aujourd'hui, mais vous me connaissez, je suis un puriste de la langue et donc il faut que ce soit un seul N pour le mot résonance. Si j'ouvre le dictionnaire, je vois que résonance signifie ce qui fait écho, ce qui s'amplifie. Et donc c'est dans ce sens-là que j'ai choisi ce mot plus qu'un autre. Donc la résonance ou les résonances de la maladie dans la littérature, cela signifie que la littérature prend en charge la maladie dans un texte de fiction, très souvent, mais pas nécessairement, cela peut être un essai. Donc on a un texte qui prend en charge cette maladie et ce texte va résonner pour prendre une envergure, une dimension plus grande que celle qui se trouve dans le texte lui-même. Et donc, s'il résonne de manière exponentielle, comme la maladie, sauf que la maladie est méchante, la littérature va essayer de nous apaiser. Donc, si ce texte résonne de manière amplifiée, comme un amplificateur dans la musique, il va faire sortir cette maladie. Et où elle va sortir? Elle va sortir du livre. Et quand elle sort du livre, où elle arrive bien entendu chez le lecteur. Donc pour moi, essentiellement, les résonances signifient la traversée de la maladie qui se trouve dans la littérature, qui va sortir de la page, qui va arriver chez le lecteur, qui va contaminer le lecteur. C'est intéressant. Donc il y a ici ce qu'on appelle une métalepse. La maladie sort du livre, elle fait métalepse avec l'univers de la réalité, qui est celui de lecteur. La métalepse étant bien entendu le télescopage d'un niveau à un autre. Donc je passe du niveau de la fiction, de la littérature au niveau de la réalité, qui est celui du lecteur. Et à travers cette métalepse, la maladie contamine le lecteur et elle fait résonance en lui. Alors, résonance en lui, cela signifie que elle actualise cette maladie dans la réalité du lecteur, donc elle aurait une fonction référentielle. Elle l'amène à se poser des questions, donc elle apporte un questionnement, la maladie apporte un questionnement, et puis il peut y avoir bien entendu l'inquiétude du lecteur. Rappelez-vous André Gide, à quoi sert la littérature? On lui pose la question, à quoi sert la littérature? La littérature sert à nous inquiéter. Que serait-ce si cette littérature contient une maladie? Donc questionnement, inquiétude, elle peut aussi nous oppresser lorsque je veux travailler ce genre de livre aujourd'hui. Il y a des gens qui vont me dire non, tu peux pas trouver autre chose, on en a assez, on veut quelque chose pour nous libérer. Donc il y a des lecteurs qui ressentent ça comme une oppression s'ils lisent des livres sur des maladies, mais il y a aussi ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que si la littérature prend en charge la maladie, c'est un peu pour nous en libérer. Et donc peut-être pour générer à sa manière une forme de thérapie. Ou plutôt un mot que je vais retenir à la fin, qui est le mot secours. La littérature, en abordant la maladie, va me secourir. Donc si ma première partie de la problématique est la suivante, sous quelle forme individuelle ou collective, physique ou symbolique, se manifeste la maladie dans la littérature, le deuxième volet de ma problématique sera le suivant.
quelles en sont les résonances, autrement dit, les effets sur le lecteur, actualisation, questionnement, oppression, inquiétude, libération, thérapie, secours, etc. Je reprends donc la problématique. Sous quelle forme, individuelle ou collective, physique ou symbolique, se manifeste la maladie dans la littérature et quelles en sont les résonances, autrement dit les effets sur le lecteur, actualisation, questionnement, oppression, inquiétude, libération, thérapie, secours, salut, rédemption, etc. Alors, je ne pouvais commencer ce séminaire qu'à partir de l'œuvre la plus importante de toute la littérature dramaturgique, si vous voulez, ou dramatique, théâtrale, qui est Édipe Roi de Sophocle. C'est l'œuvre qu'il faut avoir lue dans sa vie, nécessairement. C'est la pièce de théâtre à laquelle il faut assister un jour en se rendant, par exemple, au théâtre de Dionysos à Athènes, si on a encore la chance de voyager un jour. On garde l'espoir, l'espérance. Donc cette pièce, Édipe Roi, tout le monde connaît l'histoire d'Édipe, c'est une pièce d'abord, rappelons-nous, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ, Sophocle, c'est le plus grand poète de l'Antiquité, il est l'auteur de 123 tragédies, c'est immense, 123 tragédies, imaginez-vous. Bon, c'est vrai qu'il a vécu 80 ans, mais quand même, ça fait presque 2 ou 3 tragédies par an, à partir du moment de l'écriture, puisqu'il a commencé à écrire à 20-25 ans. Et donc, nous sommes en moins 468 avant Jésus-Christ, au moment où, pour la première fois, Édipe Roi est joué devant les Athéniens, devant les gens d'Athènes, dans ce qu'on appelle à l'époque les spectacles des Dionysies. On ne va pas revenir sur ces spectacles. C'était un peu la représentation du culte de Dionysos, le dieu du vin, Bacchus, qui était un prêtre, qui avait des jeunes filles autour de lui, généralement vierges. Et donc, on célébrait le retour à la fécondité au printemps, comme maintenant, le 23 mars, par le contact ou le coït entre le prêtre et ses jeunes filles. Plus tard, les Dionysies vont devenir toutes sortes de célébrations théâtrales, notamment les grandes tragédies de l'époque, et en tête, bien entendu, c'est Édipe Roi. Mais attention, Édipe Roi ne va pas du tout retenir notre intérêt sur le plan du langage théâtral. On ne va pas travailler le théâtre. J'ai donné plusieurs cours sur le théâtre auxquels certains d'entre vous ont assisté, donc ce n'est pas du tout le moment d'y revenir. Édipe Roi va retenir notre attention ou nous intéresser au niveau de son contenu qui est la peste, et de sa dramaturgie, ou plutôt aussi de sa fonction. À quoi cette pièce sert-elle en mettant en scène la maladie? Alors Édipe, je commence par Édipe. Édipe, on connaît son histoire. Il est inutile, je crois, de la reprendre. Ce fils dont les parents ne voulaient pas, je la reprends, je fais une prétérition. Donc ce fils dont les parents ne voulaient pas, Laos et Jocaste, parce que l'oracle de Delphes leur avait dit qu'ils allaient avoir un fils qui allait tuer le papa et épouser la maman. Donc les parents se dépêchent d'envoyer le fils au mont Cithéron lorsqu'il a à peine 2-3 ans. Ils lui ligotent les pieds et alors il va avoir toute sa vie des pieds enflés, d'où son prénom, Édipe, Édipos, les pieds enflés. Lorsqu'il va grandir, il va consulter l'oracle pour mieux comprendre qui il est, et alors on va lui dire qu'il va tuer son père et épouser sa mère. Il prend peur, parce qu'il avait été recueilli, j'ai oublié de vous le dire, par un berger, donc par un père adoptif. Il ne sait pas que c'est son père adoptif, il a peur de le tuer, il s'enfuit, et en s'enfuyant, il va y avoir un problème de préséance au bout du chemin, et ça va être avec son papa. Il ne sait pas que c'est son papa, il va le tuer, il va l'éliminer, il va arriver à la ville de Thèbes, il va rencontrer la Sphinge avec sa fameuse énigme qui, au début de sa vie, a 4 pattes, au milieu de sa vie a 2 pattes et à la fin de sa vie 3 pattes. Jusqu'ici, personne ne trouvait la réponse et donc la Sphinge dévorait les habitants de Thèbes. Voici que Édipe trouve la réponse, qui pour nous aujourd'hui est très simple, qui est cet élément bizarre qui a 4 pattes au début, puis 2 pattes,
et puis 3 à la fin, c'est l'homme, dit Édipe. Et comme récompense, Édipe épouse la reine de Thèbes, qui est Jocaste, puisqu'elle est maintenant veuve de son mari, il ne sait pas que c'est sa maman, et il devient le roi de Thèbes. Tout ceci pour vous dire que Édipe est considéré comme un roi trouvé. Trouvé. C'est-à-dire qu'il vient au trône par la démocratie. Il tire son pouvoir non des droits héréditaires, mais de la volonté populaire. On le nomme roi parce que il a pu délivrer la ville de Thèbes du Sphinx. Donc Édipe roi sera la pièce de la démocratie. Et Édipe roi commence au moment où il est déjà l'époux de Jocaste, il a même les enfants de Jocaste, il a Antigone, Ismène, Éthéocle et Polynice, donc il est son mari depuis belle lurette, depuis au moins une quinzaine d'années, et puis, enfin une vingtaine d'années même, et puis il est le roi de cette ville de Thèbes, et la pièce commence au moment où il y a dans Thèbes la peste. C'est ma problématique. La peste, c'est-à-dire la maladie. Et dans le texte que je vous ai passé, je finirai par ça, avant donc ma deuxième vidéo, dans le texte que je vous ai passé, Édipe, au début de la pièce, donc Édipe sort de son palais, c'est la pièce qui commence comme ça, devant le palais d'Édipe. Donc on entre in medias res dans cette ouverture où Édipe, devant le palais, s'adresse aux gens qui sont venus comme ça le supplier, et il a une réponse de la part du prêtre. Je finis par ça, voici la réponse. Thèbes, prise dans la houle, n'est plus en état de tenir la tête au-dessus du flot meurtrier. La mort la frappe dans les germes où se forment les fruits de son sol. La mort la frappe dans ses troupeaux de bœufs, dans ces femmes qui n'enfantent plus la vie. Une déesse porte-torche, déesse affreuse entre toutes. La peste s'est abattue sur nous, foyant notre ville, et vidant peu à peu la maison de Cadmos, cependant que le noir enfer va s'enrichissant de nos plaintes, de nos sanglots. C'est le début de la pièce. La peste est là, la peste est appelée une déesse affreuse entre toutes. Ce sont les mots du prêtre qui, dès le prologos, c'est-à-dire la partie qui précède l'apparition du cœur, c'est le prêtre qui implore Édipe de redresser la ville de Thèbes définitivement. À tout à l'heure.